Allez, c'est parti, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, pour les comptes de votre grande tribune, cette grande émission présentée par moi-même, votre serviteur. Je suis là encore une fois aujourd'hui avec beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Le point chaud de l'actualité essentiellement font rage ici dans la société. Et pourquoi ne pas parler de ces élections, les élections sénatoriales et puis les élections de gouverneurs de la ville de province de Kinshasa, comme aujourd'hui, le point chaud et le point culminant. Aujourd'hui, c'est bien sûr l'élection, la sénatoriale, qui essentiellement sera organisée dans quelques heures, puisque quand je parle quelques heures, je parle déjà d'un jour ou encore de 2 jours qui se pointent à l'horizon. Et pour ce faire, nous avons ici sur ces plateaux un candidat sénateur, Gaspard Maniamandambo, est notre invité aujourd'hui, avec qui nous allons parler brièvement et longuement concernant son parcours éloigé, mais notamment ce qui concerne aussi sa candidature. Encore une fois, bienvenue et bonjour Monsieur Gaspard. Bonjour Monsieur les journalistes. Très heureux de vous retrouver ici. En tout cas, merci beaucoup. Je suis Monsieur Gaspard Maniamandambo, candidat sénateur de Kinshasa. Vraiment. Oui, oui. Je suis déjà dans la chaleur de partager ces plateaux avec un sage, un futur sénateur. C'est ça. Merci beaucoup. J'ai le numéro 102. 102. Oui. Nous allons parler de ça déjà, d'entrée de jeu. Je vais essentiellement débriefer et faire un aperçu de votre parcours, un bref aperçu. Et ici, il est noté que vous avez un parcours très éloigé, d'un enseignant des Mapangu, jusqu'à obtenir votre 2 masters en démographie en Roumanie et puis à l'université d'Anvers. Nous sommes en Belgique, bien avant de se lancer, de donner votre appui dans le service public. C'était et c'est fut essentiellement dans la Deuxième République, à la présidence et au ministère des Finances, à l'OCPT, Office congolais des postes et télécommunications, à l'Office congolais des contrôles et ensuite au COREF, où vous êtes le président du budget participatif de la commune de Kalamou, un enseignant qui a forgé son destin et aujourd'hui candidat sénateur. Gaspard Maniama, parlez-nous de vous. Pourquoi cette idée et qui êtes-vous essentiellement pour viser la chambre haute du Parlement? Merci beaucoup, en tout cas. Je suis M. Gaspard, j'ai fait tous ces parcours-là, et je voudrais bien rectifier une chose. Allez-y. Je suis master 3 fois. Ce n'est pas 2 fois. Ce n'est pas 2 fois. Je suis master en démographie, je suis master en planification économique, et je suis master en finances publiques. Tout ça, ce sont des capacités que j'ai reçues pour bien travailler dans le service public de l'État. J'ai été par examen avec Papa Kabila. Oui. J'ai été mandataire à la Poste pendant 5 ans. Voyez-vous? Et j'ai été conseiller aux finances, conseiller au plan, inspecteur des finances à la DGRAD. Tout ça, ce sont de bonnes expériences. J'ai terminé par être directeur à l'OCC, l'Office congolais de contrôle. Oui. Oui. C'est de là que j'ai eu ma retraite. Vous êtes une bibliothèque. Essentiellement, quand on vous voit, on peut essentiellement bien comprendre le stature de quelqu'un sur qui repose essentiellement les leçons, la gouvernance, mais aussi la gestion de la chose publique. Mais si on peut essentiellement aujourd'hui et parler de vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites et qui êtes-vous? Bien. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même terminer cette histoire de présentation. J'ai terminé mes fonctions à l'OCC, l'Office congolais de contrôle. De là, je suis arrivé à être retraité. Je reste à la maison aujourd'hui et j'assume les fonctions de président du budget participatif de la commune de Kalamou. Est-ce que vous êtes consulté, par exemple, par ceux qui veulent aussi devenir comme vous, ou encore ceux qui sont comme vous, mais devront avoir un chemin, un parcours à suivre, une méthodologie en vue de mieux faire? En tout cas, merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. Si je me retrouve aujourd'hui candidat au Sénat, c'est cette préoccupation-là. J'aurais souhaité qu'il y ait des jeunes qui puissent s'inspirer de mon expérience. Exactement. Pour que nous puissions changer ce qui ne va pas aujourd'hui. Pourquoi alors mon projet? Vous le comprenez? On va parler de ça, mais continuez d'abord à développer votre idée. Voilà. Je veux que les jeunes qui nous suivent derrière, qui n'aillent pas dans le vide,
qu'ils identifient un modèle à suivre. Et de ce modèle, ils peuvent en tout cas aller plus loin pour reconstruire notre pays, aller plus loin. Et surtout, l'instrument le plus fort qui représente Dieu sur cette terre, on l'appelle quoi? L'État. Essentiel. Ah, c'est l'État. Au-dessus, c'est Dieu. Sur terre, c'est l'État. Si l'État ne fonctionne pas bien, eh bien, je pense que tout ne marchera pas. Mais vous avez quand même fait un moment, vous avez mis du temps à observer ce qui se passe dans le pays. Vraiment. Depuis le temps où vous étiez aux affaires jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et quand vous regardez le Sénat aujourd'hui, est-ce que ça représente une institution respectueuse? Bien. Le Sénat, en principe, c'est une institution respectueuse. Aujourd'hui, de ce que je vois, de ce qui se passe sur terre ici, dans notre pays, ben, le Sénat ne fait pas le travail qu'il faut. Même le Parlement. Mais plutôt l'Assemblée nationale. Oui. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais bien que les fonctions de l'État soient rétablies et respectées. Qu'il y ait l'éthique partout. Les lois, nous avons une constitution. On peut reprocher un point ou un autre, mais qu'il y ait quand même un respect. Que l'on respecte la constitution, qu'on respecte la loi, qu'on respecte le règlement. Mais rien du tout. Chacun fait ce qu'il peut. Dans ce cas, ça ne marchera pas. C'est pourquoi je dis, si au cas où on se retrouve dans cette situation-là, chacun vient avec ses désirs, il fait ce qu'il veut, mais les lois sont là, on ne les respecte pas. Et surtout, le Sénat est là. Le Sénat ne dit rien de tout ça. L'Assemblée nationale ne dit rien de tout ça. Que faire alors? Que faire? J'ai dit, nous devons aller au Sénat pour faire la refondation de l'État. Que nous puissions parler au sein du Sénat, que l'on puisse savoir que quelque part, il n'y a pas de vie. Chacun est devenu l'État pour lui-même. Chacun fait ce qu'il peut. Et de cette manière, nous n'avancerons pas. Il n'y aura pas de richesse dans ces pays et le développement ne viendra pas. Ici, comme ça, par exemple, aujourd'hui, vous quittez chez vous pour arriver ici. Vous commencez le travail, par exemple, à 8 heures. Vous quittez là-bas à 5 heures du matin. Vous arrivez ici à 12 heures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route et on regarde ça comme ça. Est-ce que c'est le travail du Sénat, par exemple? Le Sénat est là pour instruire. Le Sénat, c'est la deuxième lecture après l'Assemblée nationale. Il y a un projet de développement, on l'amène à l'Assemblée nationale, l'Assemblée prend compte et en fait une deuxième lecture au Sénat. Que fait le Sénat? Le Sénat va lire ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Oui. Bien. Ajouter ce qu'il peut ajouter, corriger ce qu'il peut corriger, diminuer ce qu'il peut diminuer, et avec ça on peut aller faire une loi correcte. Prenons par exemple la loi budgétaire. La loi budgétaire aujourd'hui. Exactement. Vous savez ce que ça vaut? On parle de certains montants de rémunération. Je ne sais pas. Exorbitant. Vraiment, c'est incroyable pour un pays qui se dit très très pauvre. Promenez-vous un peu sur la rue. Vous allez voir que c'est impossible. Les gens ici, ne fût-ce que sur votre avenue ici. Mais hier, je suis passé par ici, il y a des gens qui dorment sur la rue. Pourquoi? Il n'y a pas d'habitation. Les motos cognent les gens comme ils veulent. Les voitures vous tuent comme elles veulent. Mais où est le Sénat? Où est l'Assemblée nationale? Pourquoi ça? Le gouvernement. Nous avons quand même des institutions dans ce pays. Pourquoi ces institutions ne travaillent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Refondation de l'État, s'il vous plaît. Gaspard Maniama, vous avez une vision claire, essentiellement pour changer la donne, mais on vous accuse aussi le Sénat que vous allez, bien sûr, bientôt, avec l'aide du Seigneur, fouler les pieds ou encore siéger. On accuse cette institution d'être une institution budgétaire. Quelle est votre appréhension et votre lecture par rapport à ce que les gens disent? Bien. Le Sénat, tout comme, disons, le Parlement, c'est une institution qui décide sur le budget. Le budget de l'État est voté au Parlement avec le concours du Sénat. Le Sénat lit le budget, améliore et diminue ce qu'il faut diminuer. Mais quand on trouve que... Apparemment, le train de vie des institutions n'est pas réduit. Voilà. Le train de vie des institutions n'a pas été touché. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que dans la pratique ici, quand on circule, on parle de ça. On voit que les trains de vie ne marchent pas. Même dans les trains de vie, on a parlé des députés qui doivent gagner beaucoup. Mais vous allez dans l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, qu'est-ce qu'ils gagnent? Eh bien que ça se trouve dans le budget. Ça se trouve dans le budget, on a reconnu ça. L'Assemblée nationale, on a reconnu ça. Mais allez voir sur place. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, quelque part, nous devons rechercher la refondation de l'État, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a parlé de votre présentation, de votre parcours, mais on doit parler aussi de ces projets de société, de cette vision claire et distincte que vous avez, celle de la refondation de l'État. Parlez-nous un peu en détail. Pourquoi refondation de l'État? La RDC n'est pas-t-elle refondée? Ah, en tout cas, la RDC n'est pas, on ne peut pas dire que la RDC n'est pas fondée. La RDC est fondée. La RDC, je ne dis pas, la RDC c'est le pays. Exactement. Bien, l'État de ce pays-là n'existe plus. Il a existé et aujourd'hui il n'existe plus. Pourquoi? Parce que les mauvaises conduites ont distingué cette mauvaise gestion. Vous disiez l'État en RDC n'existe plus. L'État n'existe pas. L'État en RDC a disparu. Chacun fait ce qu'il peut pour ses intérêts personnels. Mais il y a une institution présidence. Ah, nous avons l'institution présidence, nous avons l'institution parlement, et nous avons l'institution cour et tribunaux, et nous avons le gouvernement. Exactement. Toutes ces institutions, il y en a. Pourquoi est-ce que ça ne doit pas être un État? Pourquoi toutes ces institutions n'agissent pas? Jetez votre coude un peu plus haut. Vous allez trouver que l'institution Parlement, est-ce que vraiment on discute les problèmes de ces pays? L'institution cours et tribunaux, le président lui-même a déclaré la justice n'existe pas dans le pays. Donc on peut admettre qu'à l'absence de ces deux institutions qui ne fournissent pas l'action de l'État, et l'État va à sa disparition. Il est déjà parti. Quand le chef de l'État déclare comme ça publiquement que la justice n'existe pas, ça signifie quoi? Dans un pays, pour que l'État existe, il faut que la justice travaille selon les normes. Il n'y a aucune action gouvernementale aussi, il faut noter. Par exemple, par rapport aux désidérata de la population, l'action gouvernementale n'y est pas et sans effet. C'est ça. En parlant de cours des tribunaux, le chef de l'État a déclaré que la justice est malade. Oui. En parlant de Parlement, vous fustigez les comportements et la manière de faire par rapport à la gestion de notre Parlement bicaméral. Oui, et quand il faut rester seulement avec l'institution présidente de la République, est-ce que vous êtes d'accord que le chef de l'État travaille mieux? Non, je ne dis pas. Il faut qu'il y ait toutes ces institutions-là. Le chef de l'État seul ne peut rien. Je crois que pendant la Deuxième République, on nous disait ça. Hein? Le chef de l'État seul ne peut rien. Il faut le concours de tout le monde. Essentiellement. Voilà. C'est la raison même qu'il y a eu cette quadripartie. Voilà. Aujourd'hui, toutes les institutions sont là, à la portée du chef de l'État qui doit les rendre publiques. Tout est là, bien sûr. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que il y a la conduite comme telle qui a été enseignée par ici, par là, ça ne marche pas. Dans le pays, nous comptons d'abord Dieu au-dessus de tout. C'est Dieu. L'être suprême. L'être suprême. Vous croyez en Dieu, il y a des normes. Chez Dieu, il y a la loi. Hein, les 10 commandements de Dieu existent. Nous prions chaque jour. Quand vous êtes fidèle à Dieu, en tout cas, sans trop traîner, vous êtes aussi fidèle aux lois de l'État. Mais chez nous, les églises, chacun va... Les pasteurs... Ils sont nombreux actuellement. Vous êtes chrétien, vous? Moi, je suis chrétien catholique. Je peux vous faire rire? Oui. Est-ce que si on doit respecter les 10 commandements, on doit mettre de côté les 10 commandements de Jésus, puisque là, nous rentrons à l'Ancien Testament? Non, Jésus n'a pas fait des commandements autres que les... Il a rassemblé ses commandements qu'à 2. Aimer ton Dieu et aime ton prochain. Malgré que nous savons, le Congolais n'aime pas son prochain. Non. Jésus n'a pas fait des lois exceptionnelles par rapport aux 10 commandements. Quand vous parcourez les 10 commandements, vous trouverez l'amour. Et Jésus n'a pas parlé d'autre chose que l'amour. C'était une parenthèse ouverte. Oui. Comme ça, nous allons renfermer rapidement. Oui. C'est avec cet amour que vous partez
ou encore vous visez la haute institution du Parlement? Je vise l'amour et la puissance de l'État. Dans la refondation de l'État, il faut de l'amour et la puissance de l'État. Sans cela, bien, on n'avancera pas. Vous voyez, les Congolais lui-même, entre nous, les Congolais, on dirait qu'ils n'aiment pas son pays. C'est lui-même parfois qui se crée des crocs à jambes, de l'histoire à son prochain. Oui. Lui-même. Alors, avec ça, comment voulez-vous qu'on avance? Nous voulons, en tout cas, je veux arriver au Sénat pour faire la refondation de l'État, convaincre tout le monde pour que nous devons aller parfois secouer certaines institutions pour qu'on respecte les lois de l'État. Merci beaucoup. C'est très important. Pourquoi la refondation de l'État représente le plan global de votre combat? En tout cas, je vais au Parlement juste pour chercher l'existence de l'État. Qu'il y ait l'État partout et que cela soit l'essentiel de mon combat, c'est ça exactement. Nous devons faire la refondation de l'État parce qu'il n'existe pas maintenant et arriver au Parlement pour parler avec insistance de cette question auprès de mes collègues et au besoin aller jusqu'à l'Assemblée nationale pour que nous puissions parler le même langage, qu'il y ait une force, qu'on sache exactement que il n'y a pas de service de l'État qui travaille comme il faut. Il n'y a pas d'éthique. Chacun vient faire ce qu'il peut. Alors, puisque vous êtes un vieux sage, nous allons aussi apprendre auprès de vous. Nous parlons de la refondation de l'État, bien sûr. Oui. Et ces projets aussi grands que ce soit, mais il est important d'épingler aussi ces points que vous devez nous répondre. Est-ce que sur la refondation de l'État en tant que projet qui doit apporter beaucoup de changements sur la donne de la politique congolaise, et quelles sont les priorités majeures dans ces projets? En tout cas, ce que je vois comme priorité dans ce projet, c'est d'abord reconnaître Dieu, première chose. Reconnaître Dieu et chercher tout ce qui est sur la base du fonctionnement de l'État dans un pays. La loi, la constitution, les règlements, tous les services de l'État ensemble. Chaque service doit rendre son service comme il se doit. On va prendre ces deux points. On reste avec reconnaître Dieu et remettre l'ordre dans le service de l'État. C'est ça. On prend le premier point. S'il faut reconnaître Dieu, nous avons déjà plus de... D'abord, la RDC, c'est un pays laïque. Nous avons beaucoup d'institutions religieuses. Au-delà de ça, il y a des églisettes qui s'ouvrent le long des avenues presque tous les jours et à chaque heure. Comment pensez-vous réglementer cette création ou cette prolifération? Quand on dit la RDC est un pays laïque, dans les fonds, ça signifie quoi? Quand nous étions ici avant l'indépendance, le pays Congo n'était pas un pays laïque. C'était un pays libre, bien sûr, mais il y avait la religion fondamentale de Christ. Tout le monde était chrétien, en grande partie. Toutes les autres petites choses, là, on a mis ça à côté. Et de cette manière-là, on marchait sur le droit chemin. Tout le monde suivait le Christ. Et pourquoi aujourd'hui, malgré qu'il soit chrétien, même le pasteur arnaque ses fidèles? Oui. Et comment il faut réglementer? Puisque vous serez législateur, comment vous allez faire? La cause de tout cela, c'est la pauvreté. La pauvreté, ça tue. Dans notre pays, on trouve beaucoup de richesses sous sol. Mais les hommes sont malheureux. Malheureux partout. Donc, vous allez faire en sorte que vous puissiez créer des unités de production pour permettre à ce que la population soit d'abord en lieu émergente et par la suite, vous allez faire accepter ces gens, Dieu qu'ils connaissent déjà. Comment vous allez parvenir? Mais au fond, c'est ça l'essentiel même. Le premier point de notre projet refondation de l'État. Il faut absolument arriver à ça. Ça, vous allez procéder comme les colons, hein? Bon, j'ai étudié sur les colons. J'ai étudié sur les colons et j'ai vu leur façon de faire. Je pense que souvent on parle du colon dans notre pays dans le sens négatif. Ce n'est pas ça.
les colons chez lui, ils se comportent tout à fait comme l'État, simplement. Un ministre, vous allez vous promener avec un ministre sur la route, au marché. Le ministre lui-même en personne. Est-ce que je peux vous donner un exemple à ça? J'étais étudiant en Belgique. Je roulais dans une voiture. Un jour, je me suis rendu à Bruxelles dans un concert avec Papa Wemba. Voilà. Je rentre à Anvers. J'arrive à Anvers, il est 2 heures. Et il pleuvait. Je me suis dit, non, je vais me réfugier un peu chez un ami. Je pars, je dépose la voiture, c'était juste devant sa maison sur la rue. Sur la rue. Eh bien, de là, je sors. 30 minutes après, je sors de là, je prends un taxi, je me rends chez moi. La voiture est restée là. Le lendemain matin, à 8 heures, je reviens pour prendre la voiture, elle n'est plus là. Et je la cherche, on m'apporte une lettre. Le chef de bureau parle. Il dit, messieurs, ce que vous avez fait, c'est une infraction. La Belgique. Par voie de correspondance. Voilà. Et je prends la lettre, je pars avec chez le ministre pour lui dire, voilà ce que votre chef de bureau est en train de faire. Il prend la lettre, monsieur le ministre, il prend la lettre, il lit, il dit, mais monsieur, vous êtes de quel pays? Je dis, je suis d'Isaïe. Il dit, mais chez vous, là, il n'y a pas de loi? Moi, ministre, sûrement, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est le chef de bureau qui a écrit. Chef de bureau, voici la loi qu'il a utilisée. Dans sa lettre, il y a la loi. Moi, je vais aller contre la loi? Non. Et la voiture est partie, hein, pour toujours, jusqu'aujourd'hui. Je ne l'ai plus jamais revue. On a exécuté la loi dans toute la sévérité, mais c'est ça l'État. Et vous avez compris, puisque vous êtes un citoyen conscient. Oui. Et alors, que ferons-nous de ces citoyens qui ne sont pas encore conscients? Parfois, on accuse les Congolais d'être très inconscients et parfois sans éthique. C'est d'ailleurs votre leitmotiv aussi. Oui. Mais vous avez dit, je vais rester par là, vous allez amener Dieu au centre essentiellement de la gestion du pays. Oui. Comment parvenir? Il y a déjà des églises, j'insiste encore sur la question. Voilà. Il y a déjà des églises et des églisettes. Nous avons fondamentalement l'église catholique et l'église protestante. Ce sont ces 2 églises que les Belges nous ont laissées ici. Comment nous allons faire pour amener tout le monde vers là? En tout cas, c'est une grande question. Celle-là. Une grande question. C'est l'essentiel pour cet effort. Comment nous allons faire? Est-ce qu'on va chasser ces pasteurs? J'ai dit non. Aujourd'hui, un pasteur, quelqu'un qui a créé son église, il n'a pas créé ça uniquement pour la foi en Dieu. C'est un emploi pour lui. Il croit qu'en faisant l'église, il a des recettes et il peut vivre avec. Qu'est-ce que nous allons faire pour que cela aille bien? Nous appellerons tous les pasteurs et nous allons chercher plutôt, nous allons chercher à impliquer cette mission de Dieu sans mettre trop d'argent là-dedans. À l'église catholique, au départ. Vous allez plutôt créer votre droit canon. Puisqu'à l'église catholique, c'est peut-être la raison que ça ne se fait pas beaucoup d'abus et vous allez créer le vôtre. Non, non. Nous suivons le droit canon de l'église catholique n'est pas attaché uniquement au comportement de l'église des prêtres. Non. Le droit canon a beaucoup d'autres articles là-dedans dans lesquels pour la meilleure fonction. Tout chrétien doit s'impliquer. Essentiellement. Essentiellement. Merci beaucoup. Alors, ce que nous allons faire pour qu'on puisse aller tous dans la volonté de Dieu, c'est appeler tous les pasteurs qui sont ici à Kinshasa et à travers le pays. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'intérieur du pays, vous serez surpris. Hein? Les pasteurs entrent dans tous les villages pour chercher le maïs, le manioc, c'est ça, le travail. Ils enseignent et le seul gain qu'il peut avoir, c'est ça. Mais alors, ce n'est pas ça la religion. Nous voulons que les pasteurs enseignent réellement la parole de Dieu pour que l'amour de Dieu soit installé partout. Vous avez un grand travail, le candidat Gaspard Maniama. Je pense que de l'évangile à la probité morale au service, vous aurez essentiellement pas une tâche facile à rendre aussi pendant cette législature, dès que vous allez siéger le Sénat. Mais comment il faut remédier? De questions de détournement, de questions
des évasions fiscales, les questions essentiellement liées au non-respect de loi. Vous avez dit, et le deuxième point que nous voulons épingler sur la refondation de l'État, c'est aussi rendre très fluide le service de l'État de façon que l'intérêt général soit équitable et bien partagé. Comment vous allez parvenir? En tout cas, pour y parvenir, nous aurons besoin de tous les services de l'État. La justice, la police, l'armée. Votre comportement est lié à la loi. Dès que vous commettez une infraction, on vous sanctionne. C'est avec la sanction que tout le monde doit reculer. Si on doit continuer à regarder seulement comme ça, hein, on arrête quelqu'un qui a fait une infraction, on l'amène au parquet, il sort des billets de... Mais le chef de l'État avait dit, je paraphrase, ce qui m'a loco sengeli tonda pona batamabe au tonda jusqu'à aujourd'hui, ma loco ou encore la prison, on ne sait pas si c'est rempli parce que déjà hein, le nombre, demandons encore le nombre qu'il faut pour que la prison soit remplie est dépassé. Mais aujourd'hui, vous disiez encore que vous allez renvoyer ou envoyer les gens en prison s'ils sont en train d'enfreindre la loi. Comment vous allez faire? Il faut encore construire d'autres milliers carcérales? Ça, c'est le dire du chef de l'État. À l'époque coloniale, on faisait comment? La prison était là. On punissait de cette manière. Lorsque vous avez fait une infraction qui mérite d'aller en prison, on vous envoie en prison. Il y a d'autres petites infractions, on réglait avec le fouet. Et la discipline revenait. Il n'est pas question d'aller remplir... Aujourd'hui, d'ailleurs, notre prison est déjà trop surchargée. Saturée, oui. Saturée, vraiment. Parce que on ne juge pas. Il y a des enfants, on les prend sur la rue, il a commis une infraction, sans jugement. Condamné sans procès. Voilà. On l'amène à Makala. Et là, il est en train de chômer, il ne fait rien. Là, ce n'est pas ce que nous voulons pour la refondation de l'État. Nous voulons que la punition revienne. Que la punition revienne, que celui qui a fait l'infraction puisse être corrigé, non seulement par la présence à Makala, mais aussi par le fouet. De manière rigoureuse et efficace. De manière rigoureuse, voilà. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Vous êtes candidat à l'élection sénatoriale ville-province de Kinshasa. Je précise le numéro 102. Okay. Dites-nous comment vous êtes arrivé là avec une telle expérience. Vous avez fait un parcours, je précise, un long et grand parcours. Et comment avez-vous fait pour essentiellement obtenir 3 masters au même moment, travailler par-ci, par-là, rassembler essentiellement vos tâches? Comment? C'est aussi un partage d'expérience que vous allez essentiellement donner à ceux qui veulent vous suivre. Bon, merci beaucoup les journalistes. Comment j'ai fait pour obtenir, par exemple, les 3 masters? Et pour obtenir dans la globalité cette expérience que vous avez? Oui. Au départ, il y a une éducation familiale. Moi, quand j'étais petit enfant, mon père me disait, c'est seulement par les études que vous serez sauvé. Et je me suis donné corps et âme pour que je puisse arriver à ce niveau-là. Et chaque fois, j'ai senti le besoin de servir le pays. Surtout quand j'ai quitté chez moi, à l'intérieur, je suis arrivé à Kinshasa, je me sentais dans l'obligation de rendre service tel que l'Église catholique me l'a appris. Rendre service à tout moment, aider, manifester mon amour. Eh bien, à un certain moment, j'ai senti que l'argent, la population dans notre pays, ce n'est pas bien géré. Alors, je suis allé chercher un master en planification de la population. Je l'ai réussi, c'était dans un pays étranger, en Roumanie. De là, je suis revenu, j'ai senti également que l'économie de notre pays a de sérieux problèmes, les finances, de sérieux problèmes. Alors, je suis parti encore en Belgique, j'ai été formé pour gérer l'économie, j'ai été formé pour gérer les finances publiques. Je suis revenu ici, eh bien, avec ces connaissances, on m'a nommé conseiller économique au plan. Et nous avons initié le premier plan quinquennal de la République. Dommage. Si vous suiviez à l'époque, la personne qui partait faire des rapports de l'économie à l'Assemblée nationale, mais c'était moi. C'était moi. Nous avons rédigé les plans. L'exécution, c'est moi qui partais présenter ça au Parlement. On m'a nommé conseiller économique. De là, j'ai terminé.
on m'a nommé conseiller aux finances. Je suis allé jusqu'aux États-Unis pour représenter notre pays. Je suis revenu, on m'a nommé secrétaire du comité de conjoncture économique de la République. Chaque jour, chaque semaine, il y avait cette réunion. Le témoin de ça, c'est M. Matata Pognon. Exactement. Vous avez travaillé avec lui? Matata Pognon. Lui, il écrivait sur la monnaie et moi, j'écrivais sur les finances publiques. Matata Pognon. Donc, c'est un grand fiscaliste. Oui. Matata, c'est lui qui écrivait sur la monnaie dans ces services-là. Au secrétariat du comité de conjoncture, la conjoncture du pays. Okay. Elle était très négative. Alors nous avons marché là-dessus. Vous avez vu quand Matata était Premier ministre, il n'y avait pas... quand même la stabilité sur le plan macroéconomique. C'était ça, c'est ce que nous avons étudié. Mais aujourd'hui, il a lâché. On ne fait que la descente vers... Aux enfers, voilà. C'est une descente aux enfers. Voilà. Jusqu'à ce que le pays va s'embraler ou encore on ne sait pas si ça va se brûler. Mais vous êtes quand même un lueur d'espoir. Hein? Est-ce qu'on doit espérer à ça aussi? Oui, en tout cas, si j'arrive au Sénat, je pense qu'il y a de quoi espérer. Je me battrai moi-même jusqu'à faire régner cette idée de refondation de l'État dans toutes ses structures, jusqu'au village. Ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa. On dit aussi la faiblesse avale la force. Vous avez tellement l'expertise à donner au pays pour les bons avancements, surtout dans le secteur économique. Mais il y a aussi ce malfrat. Est-ce que vous saurez y arriver? La faiblesse avale la force. Ce serait le cas pour vous. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Il n'y a pas de lutte sans malfrat. Au départ, c'est ça. Quand je parle refondation de l'État, il faut que je sache dès le départ qu'il y aura des gens qui ne veulent pas de cette refondation de l'État, qui sont contents de cette situation d'aujourd'hui. Ça, vous le savez. Oui. Alors, comment faire pour aller contre ces gens-là? Je vais utiliser la loi. Je vais utiliser toutes les structures de l'État qui sont mises en place. Chercher à s'aimer l'éthique à l'intérieur. Mais quelque part, le pouvoir judiciaire est aussi parfois impliqué dans les détournements ou encore est corrompu dans notre pays. Oui, là, je ne peux même plus insister parce que notre chef de l'État actuel... Il l'a dit, bien sûr. Il l'a dit publiquement. C'est par exemple ce que nous voulons préciser. Regardez maintenant, par exemple, quand on part saisir le Koulouna, la police elle-même s'est rendue compte qu'on ne peut plus amener le Koulouna au parquet. On les amène directement dans leur jugement. Et dès là, on prend la décision. On ne va plus au parquet. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'on ne suit pas la loi, on ne regarde pas la peine comme telle. Mais nous faisons les lois, nous piétinons les lois, voilà. Nous faisons la vice des procédures, mais voilà. Nous ne sommes pas dans la jungle comme ça. Nous voulons, en tout cas, moi je veux que j'arrive au Sénat et je ferai en sorte que s'il faut que moi je marche à pied pour que les choses marchent, je le ferai. S'il faut que je donne ma tête pour qu'on la coupe au nom du Seigneur, pour que les choses soient faites, je le ferai. Peut-être parce que vous avez déjà fait une longue vie, hein? Vous souhaitez le sacrifice pour le pays. C'est un sacrifice, hein? Absolument. Aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes là. Si on vous donne une fonction qui exige le sacrifice, vous ne pouvez pas ne pas faire ça. Aujourd'hui, par exemple, ce que j'ai dit pour notre service avec M. Matata, c'était des services. C'était des services que nous rendions. Et le résultat est que la monnaie n'a pas connu des situations comme aujourd'hui. Et Matata est arrivé à maîtriser la chose comme il faut. Il n'y a pas l'inflation. Oui. Alors, ce qui fait que ce que j'ai dit, je ne le dis pas au hasard. Je sais que tout ce qui va marcher, tout ce qui ne marchera pas, que faut-il faire pour que ça marche? Nous devons marcher.
Merci beaucoup. Nous devons marcher et le pays doit avancer. Et la promesse de l'émergence faite par le chef de l'État doit être une réalité et sa vision doit être concrétisée, sinon matérialisée. Pour le bénéfice et l'intérêt de toute une nation, Madame, Messieurs, vous suivez grande analyse. Nous avançons sûrement à la fin de cette grande tribune que nous avons offerte à Messieurs Gaspard Maniama Ndambo, essentiellement son poste-nom, qui est candidat à l'élection sénatoriale 2024, ville de Kinshasa. Il a un projet aussi costaud, une vision aussi claire et distincte, mais notamment un parcours élogieux qui essentiellement doit donner et impulser non seulement l'économie, la démographie, les secteurs politiques dans sa globalité, sa généralité. En République démocratique du Congo, c'est avec lui que nous avons accordé la parole aujourd'hui pour cette campagne aussi qui déjà est activée. Nous pensons que toutes les armes sont mises en marche pour que cette élection soit une réussite et une faveur pour vous. C'est ça? Merci bien. Merci. Je ne peux pas terminer avec vous. Ce n'est pas encore terminé. Okay. On a encore 10 minutes, mais j'ai annoncé déjà la chute de cette émission bientôt. Pour que vous ayez aussi le temps de vous préparer. Quoi dire aux électeurs qui sont les élus provinciaux, qui sont, vous les appelez comment? Les élus. Les élus des élus. Ce sont les députés provinciaux, bien sûr. Provinciaux. D'accord, merci. Nous allons prendre cette dernière question. Vous avez travaillé avec un parcours glorieux. Vous pouvez aisément rester et vous reposer. C'était ça ma question. Mais pourquoi viser la chambre haute? Pourquoi viser la chambre haute? Ah, la chambre haute. Je me disais, vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes. Ce n'est pas parce que vous devez donner votre vieillesse à la République pour que la République ou le pays ait encore de l'expérience de par votre parcours, mais vous avez ce que vous avez déjà. Et cette expérience a servi pour vous de faire un parcours glorieux et élogieux. En tant que titan, vous pouvez essentiellement, après un long service, comme dit la Bible, mon fidèle serviteur, reposez-vous. Mais pourquoi ne choisissez pas vous de vous reposer? Vous voulez encore viser la lune? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je dois évoquer la vision de notre chef de l'État. Vous la voyez bien? La vision de notre chef de l'État actuel. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Ça dit beaucoup. Il veut également la refondation de l'État. Vous voyez, pourquoi nous allons nous reposer pendant que nous avons encore les moyens de respirer? Nous devons arriver à lui apporter une main forte dans cette vision. Pendant que vous avez aussi une sagesse à déverser sur la nouvelle génération, la progéniture. Qu'est-ce que ça va servir à accumuler autant de connaissances, accumuler autant d'expérience et dormir avec dans la maison? C'est rien. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a ouvert pratiquement la route à tout le monde. La route est ouverte, nous devons tout faire pour lui apporter le soutien. Nous disons, je suis certain que tout ce qu'il a dit, ça concerne également la refondation de l'État. Tout ce qu'il a dit, ça concerne également la refondation de l'État dans tous ses services et dans toutes les institutions de l'État. Il n'a pas hésité non plus d'ajouter Dieu. Il n'a pas hésité. Vous avez observé qu'au moment où il prenait le pouvoir, il a dit « Je confie le pays à Dieu ». Vous vous rappelez, j'espère. Exactement, on a tiré le Mboka, oui. Alors, ce qui fait que moi aussi, je ne peux pas observer les choses aussi mauvaises sans contribution. Il a lancé l'appel pratiquement à tous ceux qui savent quelque chose, tous ceux qui ont l'idée de ce qu'ils doivent faire pour que le pays marche. Mettez-vous debout, amenez vos idées. Même à l'opposition, il a lancé cet appel. Oui. Alors, maintenant, vous allez vous demander pourquoi je veux aller dire ça au Sénat. Je veux aller dire ça au Sénat parce que c'est pratiquement l'institution qui émet les lois. Les lois de la République, avant d'être déposées sur le bureau de l'État, ça passe par le Sénat. Le Sénat donne la dernière lecture de tout ce que l'on propose. Et de là, maintenant, ça peut aller chez le chef de l'État pour voir si vraiment ça correspond à cette vision qu'il a
où ça peut répondre aux attentes et aux aspirations de la population. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Vous avez ce cœur, vous avez cette expérience, vous avez une vie, vous avez cette intelligence, vous avez cette sagesse, vous avez ces parcours, vous avez aussi cette tête, vous avez cette probité, vous avez cette éthique. Monsieur Gaspard Manyama, nous pensons que c'est par cette note que nous sommes obligés de vous laisser la parole, à vous adresser aux électeurs qui sont députés provinciaux, mais notamment à toute la population quinoise qui doivent plutôt essentiellement attendre quelque chose venant de vous pour changer la donne. Vous avez la parole. En tout cas, merci beaucoup. À mes électeurs, les députés provinciaux, je dis ceci. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où on ne fait plus d'examen, on ne fait plus d'efforts pour regagner les parlements, regagner les institutions de la République, ou même le gouvernorat. Tout le monde se réfère à l'intérêt immédiat. Je demande à mes électeurs, les députés provinciaux, de mettre un peu de côté cette façon de voir les choses. Ça ne construit pas les pays. Leurs propres intérêts, oui. Oui, oui. C'est vrai que chacun a besoin de voir une réussite financière dans ses efforts. Ce que moi j'ai dit, ce que je vous demande, c'est de me voter. Les recettes viendront peut-être après. Ça viendra après. Pour le moment, allons d'abord nous battre et gagner les sièges. Dès que nous aurons gagné les sièges, tous nos efforts seront orientés vers la réussite. Et nous réussirons ensemble. Merci beaucoup. Nous réussirons ensemble puisqu'on s'est battu pour relever les défis ensemble. C'est par cette note, madame, messieurs, que prend fin grande analyse aujourd'hui. Restez bien chez vous. Et nous ne pouvons pas essentiellement terminer cette émission pour ne pas oublier ceux qui étaient là, les héros d'Alombre, Teresa Tibou, Dialor Mouya et Don Benjamin ont pris la main pour pouvoir faire avancer et piloter cet avion, madame, messieurs. C'est par cette note que nous sommes censés, obligés même de pouvoir finir cette émission. Mais comme je l'ai dit souvent, restez bien chez vous. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans, accompagnés des programmes de la Fondation Maloua Télévision. Paix chez vous.